il y a des connaissances qu'on a en lien avec l'apprentissage de la lecture et de l'écriture qui sont pas assez connues, selon moi. Et donc, j'ai déjà fait des épisodes sur ce sujet-là. Donc, l'épisode 39 et 40 de l'orthophonie simplement, ça commence à faire un petit bout, mais c'était justement suite à cette formation-là. Et j'avais partagé comment ça fonctionne, l'apprentissage de la lecture-écriture, comment ça se passe dans notre cerveau, c'est quoi les liens, les connexions, comment on peut soutenir les enfants et tout ça. Donc, ça, c'est les épisodes 39 et 40. Si jamais vous voulez aller revoir un peu ces bases-là, je vous invite à le faire parce que je ne vais pas rentrer autant dans les détails aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quel livre, en fait, utiliser avec les lecteurs débutants. Et en fait, j'ai envie de vous parler de ça pour plusieurs raisons, entre autres parce que j'ai l'impression que les parents, je vais dire ça comme ça, choisissent pas vraiment les livres que les enfants vont lire quand ils apprennent à lire, parce que c'est souvent quelque chose qui est choisi un peu par l'école. Dans les milieux scolaires, ils utilisent certaines méthodes pour l'apprentissage de la lecture-écriture, l'apprentissage des lettres, etc. Ils ont du matériel qui sont dans les écoles. Souvent, si vous avez un enfant là, qui est en première année, deuxième année même, il y a des fortes chances que si vous êtes un parent, vous receviez chaque soir ou chaque semaine des livres à lire avec votre enfant à la maison. Et en fait, ces livres-là sont pas toujours les meilleurs, je vais dire ça comme ça, pour l'apprentissage de la lecture quand on commence, là, en fait, quand on débute l'apprentissage de la lecture-écriture. Puis là, ici, je vais vraiment faire attention. Mon objectif ici, c'est pas de critiquer, de juger, de dire que ce qui se fait en ce moment, c'est pas correct. Le point est que maintenant, on a des nouvelles connaissances en lien avec comment ça fonctionne dans notre cerveau quand on apprend à lire. On a des études à jour qui nous montrent en fait toute cette information-là et ces connaissances-là ne sont pas encore rendues dans les milieux scolaires, ou en tout cas pas toujours rendues dans les milieux scolaires, ou si elles sont rendues, des fois le matériel qui est disponible dans les milieux scolaires, hein, si l'enseignante, par exemple, ou les enseignantes ont une grosse banque de livres, ils ne vont pas nécessairement les mettre aux poubelles et changer demain matin pour avoir des livres qui sont plus adaptés à ce qu'on connaît maintenant en lien avec la littérature. Donc ici, mon objectif, c'est vraiment pas de juger, critiquer tout ça, c'est vraiment de dire qu'on a maintenant des nouvelles connaissances. Moi, je les ai parce que je me forme, c'est mon domaine de pratique. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je vais chercher l'information récente, comme je dis, auprès des personnes qui travaillent dans ce domaine-là et qui ont encore plus de connaissances que moi en lien avec tous ces concepts-là de lecture et d'écriture. Et donc, j'avais envie de vous le partager aujourd'hui parce que si votre enfant présente des défis en lien avec la lecture-écriture, peut-être que cette information-là, elle est très utile et pertinente pour vous. Et peut-être que comme parent, si vous êtes un parent, ou comme intervenant, si vous travaillez avec des jeunes qui ont des défis, vous allez peut-être prendre la décision d'aller à la bibliothèque puis d'aller chercher des livres qui sont peut-être plus adaptés pour un jeune qui a des difficultés en apprentissage de la lecture-écriture. Et donc ici, si votre enfant prend les livres qui sont présentés, qui sont dans la pochette, qui est remis par l'école et que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème et qu'il arrive à lire et que ça se passe bien, bon, à la limite, tant mieux. OK? Mais si votre enfant présente des défis, je pense que c'est de l'information qui est très, très importante. Et donc, j'avais envie de vous en parler, même si je sais que c'est peut-être un sujet qui est un petit peu délicat. Voilà, donc, grosse parenthèse avant que je rentre dans le sujet. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est justement des livres pour les lecteurs débutants. Donc, je vais vous présenter différentes sortes de livres, comment ils sont créés, quels sont les objectifs et en fait, comment choisir ou quand choisir un livre versus un autre type de livre. Donc, il y a ce qu'on va appeler des livres qui sont déchiffrables ou décodables et des livres qu'on va appeler plus des livres qui sont nivelés ou gradués. Donc, j'explique la différence. Je vous fais une petite parenthèse là, de comment ça fonctionne quand on apprend à lire. Comme je vous dis, j'en ai parlé en long et en large dans l'épisode 39. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Ça va être beaucoup plus clair et détaillé. Donc, quand on va apprendre à lire, ce qui va se passer, c'est qu'on doit apprendre le code. OK? Donc, contrairement au langage oral, qui s'apprend beaucoup de façon implicite. Donc, on entend les mots, on les associe à un concept, tout ça. Au niveau de la lecture et l'écriture, il y a comme un code, hein, le code alphabétique qu'on appelle. Donc, les lettres sont associées à des sons. Donc, les lettres qu'on peut appeler des graphies sont associées à des sons. Et ensuite de ça, on doit apprendre à décoder, à déchiffrer. Donc, quand je vois une séquence de lettres, je dois ensuite transformer ça en son dans mon cerveau et y associer un sens. Et là, au niveau des lettres et des sons, il y a aussi ce qu'on va appeler des graphies. Les graphies, en fait, il y a des graphies doubles, il y a des graphies qu'on va dire qui sont peut-être complexes, tout ça. Donc, par exemple, si je vois le son A tout seul, hein, la lettre A, quand je vois la lettre A, je dis le son A.
Alors que quand je vois les lettres AN collées ensemble, alors là, ça va faire le son AN. Donc, je vais dire le son AN quand je vais voir les lettres AN collées ensemble. Mais pas toujours non plus, hein, parce que si, par exemple, je prends le mot animal, bien, le A et le N sont dans deux syllabes différentes. Donc, ça va faire animal. Fait qu'il y a comme tout un code à déchiffrer en arrière de ça. Et quand les enfants apprennent à lire, ils doivent apprendre le code. Ils doivent craquer le code, on va dire. Donc, ils doivent apprendre justement toutes les correspondances graphèmes-phonèmes, donc les correspondances entre les lettres et les sons, pour éventuellement être capable de voir un nouveau mot auquel ils n'ont jamais été exposés et être capable de le défaire en petits morceaux, en petites unités, pour le transformer en son dans leur cerveau, pour ensuite leur associer un sens. Donc, je fais ça très simple, comme je vous dis. Si vous voulez plus de détails, allez voir l'épisode 39. Quand on va parler d'un livre qui est décodable, déchiffrable, c'est un livre que l'enfant va être capable de lire en le segmentant ou en le décodant. Donc, c'est-à-dire que l'enfant va prendre les sons. Si je vous dis justement animal, ben, l'enfant va pouvoir faire animal, comme ça. Puis là, ça va faire une forme sonore dans sa tête, animal, puis là, il va pouvoir l'associer au sens animal. Et donc, c'est très important que l'enfant puisse être exposé quand il est dans les premières phases de l'apprentissage de la lecture à des mots ou à des livres qu'il peut décoder. Et donc, il peut lire comme ça au son pour ensuite y associer un sens. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler les livres déchiffrables décodables. Souvent, ces livres-là, ils vont avoir quand même une progression, dans le sens où, quand on parle de l'apprentissage des correspondances graphèmes-phonèmes, donc les correspondances entre les lettres et les sons associés, il y a quand même des étapes. Tu sais, souvent, on va apprendre les voyelles en premier. Il y a comme une gradation qui est comme recommandée pour l'apprentissage de ces sons-là puis des lettres. Et donc, par exemple, c'est sûr qu'un enfant va apprendre le son, justement, je vais dire I, avant d'apprendre le son aïe. Un son un peu plus complexe. Fait que les graphies doubles, les 1, les an, ils vont être appris aussi, le che, ph et tout ça. Fait qu'ils vont tout apprendre ça. Puis éventuellement aussi, il y a des régularités qu'on va apprendre. Donc souvent, on va dire si on voit, je sais pas moi, et, E-T-T-E, bien, à la fin d'un mot, si on entend le son et, souvent, c'est E-T-T-E. C'est-à-dire qu'il y a des graphies comme O, comme E-A-U. Donc, encore une fois, souvent, à la fin des mots, il y a les graphies qui sont E-A-U. Donc, l'enfant va apprendre que E-A-U, quand c'est collé, ça fait le son O, puis souvent, on les retrouve à la fin des mots. Bref. Donc, ça, c'est vraiment les phases d'apprentissage. Donc, dans les livres déchiffrables, souvent, il y a quand même une certaine gradation, dans le sens où les livres déchiffrables ou décodables, souvent les premiers, bon, il va y avoir des sons qui sont peut-être plus simples, des mots peut-être plus courts. Ils vont pas nécessairement inclure des graphies comme le ouin ou le aïe parce que c'est plus complexe pour les enfants. Donc, on va y aller comme ça, mais éventuellement, toutes ces graphies-là vont apparaître dans ces livres-là aussi et l'enfant va être exposé, il va les avoir appris et donc, il va être capable de lire tous les mots de son livre. Donc, c'est ça un livre qui est décodable, déchiffrable. C'est un livre qu'on peut décoder et lire au son. Ensuite, il va y avoir ce qu'on va appeler les livres nivelés ou les livres gradués ou les niveaux de lecture et tout ça. Donc, il y a une échelle de lecture, une échelle de niveau de lecture qui est très connue et très répandue qui s'appelle l'échelle Funta-Spinell. Funta-Spinell, c'est deux personnes, je vais dire ça, très influentes dans le monde de l'apprentissage de la lecture, de la littératie, en fait, qu'on va appeler aux États-Unis. Puis en fait, j'ai essayé de trouver rapidement l'information. Je ne sais même pas si c'est des enseignants ou des chercheurs. Bref, je sais que c'est des personnes qui sont très influentes dans ce domaine-là. Je sais qu'elles ont fait des recherches, mais des recherches qui étaient un peu financées par eux-mêmes, leurs propres projets. Bref, il y a comme un gros débat par rapport à tout ça depuis quelques années. Par rapport à cette échelle-là. J'explique un peu cette échelle-là, puis j'explique un petit peu le débat en arrière de ça. Donc, c'est une échelle, en fait, qui va classer les livres de A à Z. C'est une échelle qui est très connue. Même au Québec, il y a plein de collections qui sont basées sur cette échelle-là. Puis en fait, l'idée de ça, des niveaux de lecture, c'est de dire, bien, mettons dans le niveau A, si je regarde un peu les caractéristiques, là, les livres des niveaux A, ils vont avoir à peu près une ligne de texte par page. Ça va être des mots usuels répétés dans tout le texte. Une syntaxe, donc une structure de phrase très simple qui représente un peu ce qu'il y a à l'oral, des structures répétitives, beaucoup d'espace entre les mots, etc., etc. Donc, les verbes sont présents et tout. Fait qu'un exemple que je peux vous donner de ça, c'est par exemple un livre où il y a souvent une grosse image en haut puis une petite phrase en bas. Ça pourrait être, je sais pas, moi j'avais un livre comme ça qui disait « Le monstre est content »,« Le monstre est triste »,« Le monstre est sale »,« Le monstre est, je sais pas, beau », ce genre de choses-là. Fait que c'est des mots usuels, des phrases simples, etc. Puis si on va dans les livres gradués, en fait, qui sont plus complexes, là, ça peut aller à quelque chose qui est vraiment plus complexe, là. Donc, éventuellement, là, je donne un exemple. Mettons, je vais à H. Il y aurait 4 à 8 lignes de texte par page.
Il y aurait des mots nouveaux dedans, il y aurait un vocabulaire qui est peut-être un peu plus complexe, des phrases plus longues, etc., etc. Donc, c'est vraiment gradué en fonction que le niveau A, c'est un niveau qui est très facile, très simple, très accessible et tout ça, et ça va de plus en plus complexe jusqu'à temps qu'on ait des livres assez complets. Fait que, il y a cette échelle-là qui existe. Il y a beaucoup de livres qui sont basés en fonction de ça. C'est souvent les livres qu'on avait l'habitude de recevoir. Il y a quand même un changement qui est en cours là, dans les milieux scolaires, mais c'est les livres qu'on avait l'habitude de recevoir. Moi, je sais que mes enfants qui sont à l'école, ma fille, en fait, qui est maintenant en troisième année, recevait ces livres-là quand elle a appris à lire. Ma fille qui est maintenant en première année, Joie, reçoit maintenant des livres qui sont décodables, déchiffrables, et donc je suis très heureuse de ça comme maman orthophoniste. Bref, tout ça pour vous dire que Funta Spinel, ils ont développé un système comme ça, mais les livres gradués ou les livres nivelés ne sont pas des livres qui sont décodables ou déchiffrables. C'est-à-dire qu'ils sont basés plus sur les connaissances de l'enfant, le vocabulaire simple, des mots fréquents pour eux. Donc, par exemple, je sais pas, tu sais, des livres où l'enfant ne peut pas lire tous les mots en les déchiffrant, les décodant. Et il y a eu beaucoup de controverses aux États-Unis parce que ce système-là d'apprentissage de la lecture et de l'écriture a été très, très répandu. Puis là, je parle juste des livres, là, mais il y a comme un gros système, principe, fonctionnement en arrière de ça qui a été très répandu. Et il y a un podcast qui est sorti sur ce sujet-là. C'est un podcast en anglais, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller écouter ça. Moi, ça m'a un peu shaké en dedans. Donc, ça s'appelle Soul the Story. Je vais mettre les liens. C'est un podcast qui parle en fait de comment les enfants apprennent à lire et écrire aux États-Unis. De façon générale, là, ça date quand même d'il y a 2 ans. Mais bref, de comment l'apprentissage de la lecture se faisait là-bas et que c'était pas en fait basé sur l'apprentissage du code alphabétique, les correspondances graphèmes-phonèmes, le décodage, donc tout ce qu'on sait qui est efficace et qui fonctionne au niveau de la lecture, c'est pas ça qui était majoritairement utilisé aux États-Unis et c'était vraiment de la lecture justement par exposition répétée de structures simples, de mots simples, c'est ça, sans apprendre à l'enfant le code. En fait. Donc, les enfants pouvaient lire. Dans le podcast, il raconte aussi beaucoup que certains enfants allaient lire, par exemple, par cœur, en fait. Ils apprenaient par cœur les mots et non, ils n'étaient pas capables de les déchiffrer, de les décoder. Donc, ils n'avaient pas craqué le code, ils avaient appris par cœur un petit peu les mots. Mais ça a une limite qui arrive assez rapidement. On va dire ça comme ça. Fait que mon point ici, c'est pas de dire que ces livres-là sont pas bons, on les utilise pas, c'est pas quelque chose qui est pertinent, c'est juste que ça permet pas à l'enfant d'arriver à craquer le code, à décoder, à déchiffrer et tout ça. Et donc, ce qui peut être fait ou ce qui peut être utile, en fait, c'est de dire, ben, il y a comme un moment où quand l'enfant va apprendre à lire, on peut utiliser des livres qui sont déchiffrables, décodables, et donc l'enfant va être capable de lire au son. Dans ces livres-là aussi, là, moi j'en ai des livres que je lis comme ça avec ma fille, puis je vais dire même les noms de personnages sont très simples. Donc les personnages vont s'appeler Mila, Jaco, Rémi. C'est tous des mots simples que l'enfant est capable de décoder. Alors que dans les séries plus graduées, ben, ça se pourrait que le nom du personnage, je vais dire, ça soit Antoine. Ben, Antoine, c'est un mot qui est beaucoup plus difficile à décoder que Mila, par exemple, pour un enfant qui débute l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. L'autre chose qui est importante et qu'il faut faire attention, c'est justement les livres qui sont, on va dire, prévisibles. Donc, un livre prévisible, c'est un livre, en fait, justement, que quand on voit l'image, tout de suite, on peut savoir c'est quoi la phrase. Surtout si c'est une phrase qui est un peu répétitive. Hein? Comme je disais tantôt, tu sais, le monstre est sale ou le monstre est gentil. Ben, tu sais, gentil, quand on est en apprentissage de lecture-écriture, c'est pas un des premiers mots qu'on va voir, qu'on va être capable de déchiffrer, hein, parce qu'il y a comme des, je ne vais pas dire des exceptions, mais le G peut avoir plusieurs sonorités en fonction de la lettre voisine. Gentil, il y a le IL à la fin, donc tout ça. Mais l'enfant, par exemple, si j'ai mon livre avec une grosse image de monstre, puis à chaque page, une image de monstre qui est différente et que j'ai une petite phrase qui est très répétitive et que c'est le monstre est quelque chose, bien, l'enfant peut à la limite quasiment deviner le mot. Donc, il n'y a pas besoin de craquer le code, il n'y a pas besoin de faire l'effort de lire au son, de décoder. Il voit l'image, il le sait, c'est quoi. Donc ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est utile ou aidant pour un lecteur débutant. Donc, si je reviens avec mes collections de livres, fait que oui, un livre qui est, par exemple, qui est gradué, bien, même si c'est des livres très courts, hein, les niveaux A, B, C, par exemple, c'est des livres qu'on peut utiliser avec les enfants pour justement stimuler tout ce qui est l'entrée dans l'écrit. Hein. Fait que les ponctuations, c'est quoi une phrase, la majuscule, majuscule, minuscule. On peut voir un peu le vocabulaire aussi dans ces phrases-là, même si souvent le vocabulaire est simple, je vous dirais que le texte, ça sert à représenter une image. Tu vois, l'image, les mots ici, ça représente ce que je vois dans l'image. Donc, tu sais, faire tous ces liens-là, ça peut être fait.
Ou ça peut être utilisé aussi, je dirais, pour les enfants plus vieux quand ils maîtrisent les correspondances graphèmes-phonèmes. Donc, une fois que l'enfant a appris à lire au son, on va dire ça, à décoder, à déchiffrer, bien, une fois qu'il a appris toutes les correspondances graphèmes-phonèmes, qu'il est capable de les assembler ensemble, qu'il a été exposé plusieurs fois, puis que sa lecture devient de plus en plus fluide et automatisée, donc, à ce moment-là, l'enfant va être en mesure de lire des choses qui sont beaucoup plus complexes. L'enfant ne va pas toujours lire des livres déchiffrables, OK? C'est pas vrai que tous les mots sont déchiffrables. Il y a beaucoup, beaucoup de mots qui sont déchiffrables, là, si on regarde en détail. Mais il y a quand même des mots qui sont plus difficiles à lire au son, tu sais, les fameux mots qu'on va dire irréguliers. Il n'y a pas tant de mots irréguliers, là. Quand on regarde vraiment la fréquence de certaines correspondance graphème-phonème, les règles un petit peu, donc comme je disais tantôt à la fin des mots, ETTE, ça fait toujours être, bon, bref, tout ça. Mais mettons un fameux mot comme monsieur, ben monsieur, si on lit au son, c'est monsieur, mais c'est un mot qu'on va apprendre. Donc ça, c'est un vrai mot irrégulier qu'on va dire. Il y en a plein dans les livres, puis c'est normal, puis c'est correct, puis l'enfant doit éventuellement être exposé à ça, pouvoir les lire, puis à ce moment-là, il va utiliser d'autres stratégies. Donc c'est un mot qui n'est pas déchiffrable, décodable. Il va pouvoir utiliser d'autres stratégies, il va pouvoir utiliser le contexte, il va pouvoir utiliser ses connaissances, il va pouvoir finalement l'apprendre, ce mot-là, éventuellement. Donc, c'est correct qu'il soit exposé à ça, mais pas dans les débuts, pas dans les phases où ils sont en train de craquer le code. Puis, on a besoin que les enfants craquent le code parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils peuvent lire à peu près n'importe quoi par la suite. Un enfant ne peut pas apprendre par cœur les mots. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans son cerveau. Il doit vraiment passer de la séquence de lettres au son, au sens dans sa tête. Puis plus il va être habitué de faire ça, plus ça va devenir automatique. J'explique tout ça dans l'autre épisode de podcast. Mais bref, fait que les livres gradués, oui, on peut les utiliser, mais idéalement, on va les utiliser pour un lecteur qui a déjà craqué le code, qui est déjà capable de décoder, de déchiffrer. Puis là, on va pouvoir l'exposer à, oui, toutes sortes d'autres mots, à, je sais pas, des phrases plus longues, des phrases plus complexes, du vocabulaire plus complexe, etc., etc. Mais il y a comme un moment au départ dans l'apprentissage que l'utilisation de livres décodables, déchiffrables, c'est super, super important. Puis autre petit point, petite parenthèse, il y a aussi la possibilité de continuer à lire avec son enfant. OK? Donc, lire avec son enfant, c'est super important, c'est super utile. Ça permet des fois qu'il puisse garder le plaisir de lire, ça permet des fois qu'il puisse choisir les livres qu'il a envie de lire, hein, parce que des fois, les enfants vont choisir des livres qui sont peut-être pas adaptés à leur niveau de lecteur, particulièrement quand ils ont des défis. On va dire ça comme ça. Et donc, on ne veut pas toujours dire non à l'enfant. On ne veut pas dire « Ah non, ça c'est trop compliqué pour toi » et tout ça. Mais on peut le lire ensemble. Tu sais, on peut dire « Ah ben oui, il y a peut-être des mots là-dedans qui sont peut-être plus difficiles à lire. Regarde, on va le lire ensemble, nous deux. » Puis à la limite, dans les livres, quand on lit comme ça avec l'enfant, ben soit on lit nous-mêmes comme adultes, on lit le livre, on demande à l'enfant de suivre, puis on peut travailler tout le reste du langage. OK? Je n'entrerai pas là-dedans parce que ça, c'est un autre épisode en soi ou une autre partie de la formation en soi que je vais donner. Mais bref, on peut travailler tout ce qui est le langage avec les livres. Fait que tout ce qui est les albums jeunesse, ça reste super pertinent, ou des livres peut-être qui sont à un niveau plus complexe. Si l'enfant a des intérêts sur un certain sujet, mais que le livre est plus complexe que son niveau de lecteur, on le lit avec lui, on l'accompagne dans tout ça. Fait qu'on peut lire avec notre enfant, on peut lire à tour de rôle, on peut demander à notre enfant d'identifier certains mots dans le livre. « Hey, celui-là, c'est un mot que tu connais, je pense, regarde, est-ce que tu veux l'essayer? » On peut mettre un petit peu, je vais dire un spotlight, là, mais mettre l'accent sur certaines caractéristiques. « Hey, tu vois, hein, on entend le mot O, O, O. Regarde ici, le mot O, il est écrit E-A-U. Tu vois, il est à la fin du mot. Ah, ici, dans ce mot-là, autobus, hein, tu vois, le A-U, on entend aussi O, hein, mais le O ici, il est au début du mot, il s'écrit A-U, c'est différent. E-A-U, on le voit souvent à la fin des mots, comme gâteau, chapeau, cadeau, etc. Fait qu'on peut attirer l'attention de notre enfant sur certaines caractéristiques des mots, sur certains traits des mots quand même, mais en même temps, on lui donne accès à un niveau langagier plus riche, à des phrases plus complexes, un vocabulaire plus complexe, et on maintient le plaisir de la lecture. Donc, ça aussi, super important. Puis en disant ça, là, je dis on accompagne notre enfant, puis tout ça. Petite parenthèse que j'ai pas dit tantôt, c'est super important, même si on utilise des livres qui sont déchiffrables, décodables, c'est super important d'être présent avec notre enfant quand il lit, de le soutenir, de l'accompagner, de lui donner une rétroaction. Donc, s'il fait une erreur, on va l'amener à se corriger ou on va nous relire le mot, on va lui pointer. Est-ce que tu te souviens, ce son-là, qu'est-ce que ça fait? Donc, regarde ici, le I puis le N, ils sont collés. Hein, quand IN sont collés, qu'est-ce que ça fait? Donc, on soutient la lecture de notre enfant. On ne fait pas juste lui donner le livre et l'encourager à le lire tout seul. C'est très, très important qu'on soit là, qu'on soit présent comme adulte pour le soutenir, l'accompagner.
Donc, voilà ce que je voulais vous dire en fonction des livres gradués, des livres décodables, des livres déchiffrables. Je vais probablement vous en reparler un petit peu plus tard, au printemps aussi, parce que j'ai invité 2 collègues orthophonistes qui rédigent des livres, en fait, qui écrivent des livres qui sont décodables, déchiffrables, une collection de livres que j'adore et je vais les inviter pour venir en jaser plus en détail avec nous. Mais en ce moment, j'avais comme le sentiment que c'est une information que moi je connais en lien avec mes connaissances professionnelles et mes recherches sur le sujet et que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez connu quand on n'est pas dans le domaine ou quand on ne s'intéresse pas de près à tous ces détails-là. Et j'avais l'impression que je voulais vous en parler maintenant et pas attendre juste au printemps pour vous partager tout ça. Pour moi, c'est trop important, surtout si on a un enfant qui a un défi. Je voudrais, c'est bon pour tous les enfants. Tous nos enfants ont besoin d'apprendre à décoder, déchiffrer. On ne veut pas des enfants qui devinent les mots. On ne veut pas des enfants qui apprennent les mots par cœur. On veut vraiment des enfants qui sont habiles pour lire, pour craquer le code. Super important pour tous les enfants, mais encore plus pour les enfants qui ont des défis au niveau du langage. Et tout ça pour dire que j'ai aussi, je vous disais au début, là, je suis en train de monter une grosse formation en lien avec l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Honnêtement, quand la formation va sortir au mois de mars, ça va être un prix vraiment bas parce que, comme je disais, ça va faire partie d'un ensemble de formations et dans ce contexte-là, le prix va être vraiment très bas par rapport à ce qui va être plus tard. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait une petite liste d'attente, là, c'est juste un petit formulaire où vous pouvez me laisser votre nom. Puis la seule chose que ça va faire ou en quoi ça vous engage, c'est de dire que je vais vous envoyer un courriel quand je vais lancer cette formation-là. Comme je vous dis, ça sort au mois de mars, je vais vous en reparler avant ça. Mais si vous voulez être informé, tenu au courant de quand ça va sortir en mars. Vous pouvez me laisser votre nom dans ce formulaire-là. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Comme ça, je vais pouvoir vous contacter quand je vais lancer la formation. Donc, je vais mettre le lien. Mais en fait, ça va être, si vous écrivez là, laurianelacerte.ca/lecture, vous allez tomber aussi sur le même lien. C'est peut-être plus simple de s'en souvenir comme ça. Donc, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, si ça soulève des réflexions pour vous, si vous voulez me partager votre expérience, votre vécu ou tout ça, ça va me faire vraiment plaisir. J'aime toujours ça, voir si ça vous aide, si ça résonne, si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Je suis aussi ouverte à discuter. Donc, n'hésitez pas à me faire signe, ça va me faire grandement plaisir. Vous pouvez écrire en dessous de la publication sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire par courriel. Toutes les informations sont toujours dans les notes sur mon site web aussi. C'est assez facile de me rejoindre. Donc, je vous laisse sur ce et on se retrouve en janvier pour la saison 4 de l'orthophonie simplement.